Merci. Merci de cette introduction. Merci de m'avoir invité à venir présenter dans cette séance des matins de l'innovation. Un peu plus fort. Donc le thème d'aujourd'hui m'a semblé effectivement tout à fait intéressant, de la créativité à l'innovation. Alors quand on réfléchit à l'innovation, les idées les plus communes sur les sources de l'innovation, elles sont de deux natures. On peut se dire que l'innovation provient soit, comme Hervé Matt l'a suggéré, d'idées, d'un certain nombre d'idées qu'on peut avoir, et c'est des idées qui se transformeraient progressivement en des innovations. Donc les innovations qu'on obtiendrait dépendraient des idées qu'on peut avoir, et la créativité est très fréquemment considérée comme une manière d'avoir des idées ou un ensemble de techniques qui permet d'enrichir, de renforcer de l'originalité de ces idées-là. Alors évidemment, cette manière de considérer les idées et leur lien à l'innovation pose un petit peu problème. Comment s'opère cette transformation entre des idées qui seraient venues par un processus lui-même relativement mystérieux, même si on peut l'aider en utilisant un certain nombre de techniques. Et puis ces innovations, c'est une première question qu'on peut se poser. Mais de la même façon, les idées elles-mêmes, comment arrivent-elles? Par quel processus mental sont-elles produites? Alors si on regarde la deuxième source de l'innovation, c'est la connaissance. Donc, les innovations proviendraient de connaissances nouvelles, notamment produites par la science ou par l'ingénierie, qui, à partir de ces connaissances nouvelles, là aussi, ces connaissances seraient appliquées pour conduire, mais d'une façon tout aussi mystérieuse, à l'innovation. Alors, ce que je veux essayer d'éclairer un tout petit peu, en tout cas les travaux que je mène avec mes collègues Armand Hatchuel et Pascal Lemasson, consistent précisément à essayer de comprendre cet entre-deux et peut-être à remettre en cause un tout petit peu cette manière de penser ce processus conduisant à l'innovation. Alors c'est ce que je vais faire en commençant par revenir un tout petit peu sur innovation et vous montrer qu'en fait on a des défis contemporains qui font que l'innovation d'aujourd'hui n'est pas forcément celle qu'on a connue jusqu'à présent et qu'il y a peut-être là quelque chose qui oblige à penser différemment pour conduire à ces innovations. On reviendra alors ensuite sur qu'est-ce que c'est que le raisonnement créatif, et c'est là que j'introduirai, peut-être que ça vous permettra de répondre en partie à la question de Madame, la conception innovante, c'est-à-dire l'effort de modélisation que nous avons conduit pour tenter de proposer une formalisation de ce raisonnement-là. Ça, c'est la théorie CK, dont je vous expliquerai un certain nombre de fondements et donnerai un certain nombre de propriétés. Et puis, je vous montrerai ensuite quelles applications on peut faire de cette théorie-là pour essayer de disposer de processus collectifs de conception innovante. Parce que, comme l'a dit aussi Hervé Matt, la dimension collective est très, très importante. On a généralement, quand on parle de créativité ou de création, on a plutôt une pensée d'un artiste solitaire, peut-être maudit et romantique, en tout cas une vision héroïque. Or, aujourd'hui, on est certainement face à des défis qui impliquent le collectif. Alors, avoir des idées tout seul, c'est pas facile. Avoir des idées en groupe, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est de ça dont on va aussi discuter. Alors, l'innovation, c'est pas nouveau quand même. Ça fait plus de 2 siècles que dans nos sociétés industrielles, en fait, on est confronté à un flux permanent d'innovation. Et les entreprises, d'une certaine façon, se sont constituées au XIXe siècle précisément pour domestiquer l'innovation. Et avec quel succès? Puisque, regardez, tous les objets qui vous ont entouré, tout le XXe siècle est parsemé de progrès incroyables sur des objets les plus extraordinaires qui n'ont cessé de se perfectionner, de donner lieu à des innovations. La voiture des années 60 ne ressemble en rien à celle des années 2000, et pourtant, nul ne saurait ignorer qu'il s'agit d'une voiture. Il la reconnaît avant même de l'avoir vue, même s'il reconnaît qu'elle est bourrée d'innovation. Donc l'innovation, c'est ancien, mais l'innovation, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, a profondément changé de nature. Et c'est pour ça, à notre avis, qu'on parle aujourd'hui avec une telle intensité de l'innovation, c'est que précisément, sa place, ses enjeux ont changé. Et c'est ce défi-là qu'il faut d'abord caractériser avant de voir
quelles conséquences il va falloir en tirer. Première chose, l'innovation était quand même relativement rare, elle était relativement exceptionnelle, elle est devenue extraordinairement intensive. Intensive parce que extrêmement fréquente, intensive parce qu'elle peut venir de tous les côtés, ça peut être le business model qu'il faut réviser, c'est des connaissances scientifiques, c'est des nouveaux enjeux fonctionnels, bref, tous les éléments peuvent jouer et jouer en même temps pour amener à un flux d'innovation extrêmement intense. Elle est devenue aussi un des éléments majeurs de la compétition mondiale, puisque sans innovation, eh bien, très rapidement, les entreprises peuvent se trouver en dehors du jeu. Mais la caractéristique peut-être la plus importante et la plus surprenante de ces innovations contemporaines, c'est qu'elles changent la nature de l'identité des objets conçus. Je vous ai dit qu'une voiture, vous alliez au salon de l'automobile jusqu'à récemment, vous n'aviez aucun problème pour mettre dans la même catégorie voiture tout ce que vous rencontriez. Aujourd'hui, si on vous dit une voiture verte ou une voiture urbaine, eh bien, ce n'est pas si simple de dire ce que sera une voiture verte ou une voiture urbaine. Je vous ai mis ici quelques petites vignettes qui illustrent quelques ruptures d'identité. Quand Vélib a été conçu, on pouvait s'interroger sur la nature exacte de cet objet. Est-ce que c'était un vélo? Non, c'était un vélo en libre service. Et si on réfléchit à ce que c'est, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est Déco qui l'a fait. C'est extraordinaire quand même. Ce n'est pas la RATP, ce n'est pas la SNCF, ce n'est pas un marchand de vélo, ce n'est pas un concepteur de vélo, c'est un publicitaire qui conçoit quelque chose de tout à fait original, le premier transport collectif individuel. Et là, vous voyez qu'on a en fait, pour caractériser cet objet-là, une rupture très profonde du vélo, de l'identité. Ce n'est ni un vélo ni un transport collectif habituel. D'autres exemples qui vont de soi, alors dans tout ce qui est les instruments de la mobilité, les smartphones et compagnie, on n'a pas cessé depuis 10 ans de casser l'identité de cet objet au point de ne plus savoir comment le nommer. Quand vous avez mis un appareil photo sur un téléphone, comment vous l'appelez? Photophone, etc., etc. Imaginez le désarroi des ingénieurs chez Nokia se demandant tous les ans quel devait être le contenu de la prochaine génération. Et le nombre de virages que vous pouviez rater était incroyable. Fallait-il mettre la photo? Fallait-il mettre des clapets? Fallait-il faire ça pour des professionnels? Incroyable le nombre de ruptures dans l'identité des objets et de choses qui semblent tout à fait originales autour de ces éléments-là. Alors, SN6, c'est assez intéressant. C'est chez Danone, c'est en fait le premier crème de beauté qu'on mange comme un yaourt. Donc là aussi, où est-ce qu'on le met dans le magasin? Vous voyez qu'on a une rupture profonde de l'identité. La première conséquence de la sortie de ce produit par Danone, c'est que Ribou a été remercié du conseil d'administration de L'Oréal, puisqu'il n'avait aucun rapport et tout d'un coup, il se retrouvait compétiteur. Donc, rupture de l'identité de l'objet, ces ruptures conceptuelles nous semblent être un trait très caractéristique des innovations contemporaines. Dernier trait tout à fait important, c'est la conception collaborative, j'en ai déjà parlé, avec l'émergence de formes tout à fait originales et nouvelles. L'industrie des semi-conducteurs, par exemple, connaît depuis 45 ans une croissance à généralement plus de 2 chiffres, même si ça se ralentit un tout petit peu en ce moment. Qui sait que derrière cette croissance extraordinaire, tout le monde sait que c'est la loi de Moore, mais la loi de Moore n'est pas une loi naturelle. C'est une prophétie qui nécessite pour être réalisée des efforts extraordinaires. Et l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs, de tous les compétiteurs, et il faut savoir si la compétition est rude, travaillent ensemble pour ensemble concevoir ce que sera le futur de cette industrie. Mais plus important que ça, peut-être encore, Intel, par exemple, déploie à deux bureaux d'études, 2 ingénieries, une pour développer des microprocesseurs et une pour développer des applications de ces microprocesseurs qu'elle accepte même de donner souvent gratuitement à des startups ou des firmes pour pouvoir développer les usages qui donneront de la valeur à leurs propres microprocesseurs. Donc en termes d'organisation, on voit apparaître tout un ensemble de formes très très nouvelles, très originales, d'alliances, de pôles, de plateformes. Je vois Gérald Pia ici qui a participé à certaines de ces aventures, par exemple Ideas Lab. On pourra sûrement nous en parler dans la discussion. Alors par rapport à ce
à ces constats autour de la transformation de l'innovation, on a engagé avec mes collègues Pascal Lemasson et Armand Hatchuel depuis une quinzaine d'années un programme de recherche autour de précisément comment est-ce qu'on pouvait construire un raisonnement capable de mener, de conduire à des innovations ayant ces caractéristiques. Et ce programme de recherche a reçu le soutien de 5 puis 2 industriels qui sont Dassault Systèmes, la RATP, Renault, Thales, Vallourec et maintenant la SNCF et ST Microélectronique, qui nous ont demandé de poursuivre un programme de recherche autour des théories de la conception qui permettaient justement de soutenir et de donner des fondements formels à ce raisonnement créatif dont nous parlons là. Le programme de cette chaire porte également sur des méthodes de conception innovante collaborative et puis sur la façon dont on peut augmenter les capacités d'innovation des firmes. Et on a un petit slogan pour ça, il faut muter de la R&D, qui était la forme d'organisation traditionnelle de la conception réglée, celle qui faisait des voitures par exemple, à la R&D, recherche, innovation, développement, une forme qui permettait justement de soutenir la conception innovante. Ces travaux sont reliés à un groupe et à un renouveau très important dans la communauté de recherche sur les théories de la conception et nous recevons à Paris tous les ans des Américains, des Israéliens, des Anglais, des Hollandais, des Canadiens, des Japonais, des Suédois, une centaine de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Alors qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement créatif? Qu'est-ce que c'est qu'une conception innovante? Partons d'un tout petit exemple qui n'est pas sans évoquer la manière habituelle de traiter la créativité. Vous avez ici 4 allumettes disposées en croix et on vous pose la question d'obtenir un carré, mais en ne bougeant qu'une seule de ces allumettes. Vous savez, c'est ces petits jeux qui sont si agaçants parce qu'on peut sécher pendant un petit moment et puis dès qu'on vous montre la solution, eh oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas le carré auquel vous vous attendiez. Vous vous efforciez de retrouver une figure géométrique ayant les propriétés du carré, et en fait, la réponse vous obligeait à casser cette représentation du carré pour en adopter une autre, qui était de vous dire le carré, finalement, 2 fois 2 au carré, c'est 4. Donc le carré, ça peut être autre chose qu'une figure géométrique. Et là, on est très près de la nature de ce que c'est qu'un raisonnement créatif. Vous voyez qu'en fait, on a un modèle, on cherche avec cette représentation, et il est très difficile de casser ce modèle. On est fixé. Ça, c'est ce que les psychologues, en fait, nous ont appris et les sciences cognitives. La créativité, c'est un effort, une lutte pour se déprendre, pour lutter contre le fixation effect. Et pour ça, toutes les techniques autour de l'analogie, de la métaphore, sont autant de moyens d'essayer d'échapper à cet effet de fixation qui est extraordinairement prenant. D'où l'idée de l'inconnu. Aller dans l'inconnu, c'est finalement casser des règles, casser des représentations, et ensuite, bien sûr, il va falloir en retrouver de nouvelles. Donc les idées folles, évidemment, le problème de l'inconnu et des idées folles, c'est qu'une fois qu'on a brisé, on ne sait plus très bien où on est, on ne sait pas très bien ce qu'il va falloir faire pour retrouver ces marques. Mais enfin, à partir de cet indécidable, on va pouvoir peut-être faire un effort pour progressivement redéfinir un objet. Et donc ça sera une chose qui sera très importante. Donc on casse, mais pour étendre, et c'est cette expansion-là qui va nous intéresser. Alors on a une deuxième leçon qui est celle de la science, qui elle nous dit, non, pas du tout. Le raisonnement créatif, c'est l'expansion des connaissances qui va permettre cette sortie de la boîte. Et si on prend tout simplement le prix Nobel de physique qui vient d'être décerné cette année sur l'accélération de l'expansion de l'univers en mesurant l'intensité lumineuse de 50 supernovas, on débouche sur quoi? On débouche sur une idée tout à fait nouvelle, c'est l'énergie noire. Et l'énergie noire, c'est quoi? C'est un mystère, c'est un concept, c'est encore un inconnu.
Donc vous voyez, la science ne produit pas simplement des effets de validation, on ne va pas simplement démontrer des théories, mais de temps en temps, elle va étendre, expandre, proposer des inconnus à explorer. Alors une fois que vous avez dit énergie noire, vous avez pour les physiciens fabriqué un espace formidable, et il va falloir travailler pour pouvoir concevoir ce que c'est que l'énergie noire, et puis que ça reste compatible avec tout ce qu'on sait par ailleurs en physique, qui reste évidemment tout à fait vrai. Donc faut-il opposer la créativité et la connaissance dans le raisonnement créatif? La théorie CK s'efforce en fait de réconcilier et de combiner ces deux logiques-là. Donc quand on veut provoquer une expansion, il faut briser une règle ou un état du connu, et on peut avoir en fait deux modes d'expansion. On peut avoir un mode d'expansion interprétatif. Quand Rimbaud parle des fleuves impassibles, au premier abord, vous êtes arrêté. On n'a pas impassible, les fleuves ne vont pas ensemble. Donc vous avez à faire un effort interprétatif pour donner un sens à cette notion. Mais il y a un autre mode d'expansion. Quand on vous demande de concevoir, ce qui était le cas d'une équipe d'élèves, d'étudiants de l'AgroParisTech l'année dernière, qui ont gagné d'ailleurs le trophée de Capgemini, de concevoir un système de dessalement de l'eau mer low cost, vous avez une autre expansion. Mais cette fois, c'est de la conception innovante. Il va falloir générer un objet nouveau. Et pour générer cet objet nouveau, il va y avoir deux choses qu'il va falloir faire. Il y a d'un côté quelque chose dans l'espace que vous avez décrit de l'imaginaire, dans cet espace chimérique, dans cet espace de l'inconnu, où cet système de dessalement de l'eau de mer bas coût n'existe pas encore, mais progressivement, vous allez essayer de définir cet objet inconnu. Et comment vous allez pouvoir le faire? Eh bien, vous allez le faire en utilisant des connaissances qui vont vous permettre de construire cette définition. Donc le raisonnement créatif, repose en fait sur quatre opérateurs qui permettent de relier deux espaces. Un espace du connu, c'est les connaissances, et un espace de l'inconnu, c'est l'espace des concepts, c'est l'espace dans lequel les objets n'existent pas encore, mais on peut en parler néanmoins. Et simplement, ils sont encore dans l'imagination, ils sont encore chimériques. Et la conception, c'est précisément de rajouter progressivement des propriétés à ces propositions au départ indécidables pour les transformer en quelque chose qui appartiendra à l'espace des connaissances et où tout le monde acceptera leur existence. Alors ces quatre opérateurs, le premier d'entre eux, c'est celui qui permet de passer du connu à l'inconnu, celui qui permet d'exprimer ce concept, cet inconnu souhaitable, cet inconnu désirable, mais pour l'instant indécidable. On voit qu'on a deux autres opérateurs qui sont assez faciles à comprendre. L'espace de sédancé, l'opérateur de sédancé, c'est celui qui va vous permettre de définir progressivement votre objet. Vous partez avec quelques propriétés désirables, mais l'objet n'existe pas encore. Vous ne savez pas s'il existe ou s'il n'existe pas. Vous rajoutez des propriétés qui ne peuvent venir que de l'espace des connaissances. Et progressivement, vous allez le définir jusqu'à ce que vous soyez capable de revenir dans l'espace des connaissances. Et là, plus rien n'interdit l'existence de cet objet-là. Alors, il faut bien voir quand même que d'habitude, ce à quoi on est habitué, ce qu'on apprend à l'école, c'est seulement un de ces opérateurs. C'est de cas dans cas, déduction, optimisation, modélisation. Tout ce que vous avez fait à l'école, ce n'est qu'un de ces opérateurs. Alors, ce n'est pas tout à fait 4 opérateurs, c'est compliqué, mais quand même, essayer de formaliser un raisonnement créatif, ce n'est pas tout à fait simple non plus. Donc, on peut comprendre que cette chose si mystérieuse oblige en fait à cette gymnastique un petit peu compliquée. Alors derrière ça, il y a quand même des fondements relativement profonds, des fondements mathématiques, et je vais juste l'évoquer, bien sûr, sans rentrer dans les détails, en prenant un petit exemple qui va aussi vous faire comprendre la nature de ce raisonnement-là. Quand vous étiez on vous a toujours appris à l'école que tous les nombres avaient un carré positif. Et puis un jour, vous avez dû avoir une désagréable surprise. Votre professeur de mathématiques a dit « Eh bien, aujourd'hui, nous allons étudier les nombres complexes » et il a écrit « I2 égale moins 1 ». Je ne sais pas ce que ça vous a fait comme effet. Moi, j'ai été assez perturbé quand même par ça, puisqu'il fallait savoir, est-ce que les nombres avaient des carrés positifs et qu'est-ce que c'était qu'un nombre qui avait un carré négatif. Alors, cet objet-là,
qu'est-ce que c'est? C'est un inconnu, c'est un indécidable. Soit vous considérez que quand vous connaissez l'ensemble des entiers, l'ensemble des réels, vous connaissez tous les nombres. À ce moment-là, cette proposition I2 égale -1 est fausse. Vous vous arrêtez, il n'y a pas d'effort de conception à produire, puisque c'est faux. Par contre, vous vous dites, ah oui, peut-être qu'il y a d'autres nombres que ceux que je connais déjà, et dont la propriété serait d'avoir un carré négatif. À ce moment-là, vous vous dites, ah oui, pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais essayons de voir ce que c'est que ces nombres. Et à ce moment-là, vous êtes rentré, vous avez un indécidable, un inconnu, souhaitable, vous essayez de le... et puis vous n'avez plus qu'à essayer de le construire. Comment vous pouvez faire pour avancer? Alors, votre professeur de mathématiques ne vous a pas du tout expliqué ça, il vous a dit, rassurez-vous, voici l'addition, voici la multiplication, je vais le doter d'une structure de corps, il n'y a pas de problème, tout fonctionne, vous pouvez dormir tranquille. Mais les mathématiciens qui ont fait ça, c'était un peu plus compliqué, ça a pris 3 siècles quand même. Mais la démonstration, elle oblige en fait à les construire, ces nombres-là. Et comment est-ce qu'on les construit? Il n'y a pas tellement de machines à construire les nombres, il n'y a que les polynômes. Donc on fait des polynômes, on fait une classe d'équivalence en divisant par x2 plus 1, je vous passe les détails, et on arrive progressivement à construire des nombres qui ont cette propriété tout à fait étrange. Donc on a étendu l'espace des nombres. Dorénavant, il y aura les nombres réels, les nombres entiers, et puis ces nombres étranges qui ont un carré négatif. Ce qui est très et tout ça fonctionne très bien ensemble. Il y a juste un tout petit problème. Quelle est la valeur de i? Vous saviez bien que tous les nombres ont toujours une valeur, parfois approchée, parfois encadrée, mais une valeur. La valeur de i, il n'y a pas. Il n'y a plus de valeur pour i. On a la valeur de i2, on sait c'est -1. Mais les valeurs impaires, on ne sait pas. En ayant étendu l'espace des nombres, vous avez été obligé de réviser et d'abandonner une propriété qui vous semblait jusque-là essentielle au nombre, la quantification. Ça, c'est tout à fait typique des raisonnements de conception innovante. Vous êtes parfois obligé d'abandonner une propriété. Vous voyez qu'on a étendu ce que c'était qu'un nombre, mais ayant étendu ce que c'est qu'un nombre, on a été obligé de réviser aussi la manière dont on avait l'habitude de définir ces nombres. Alors, pardon. Ça s'appelle une extension algébrique. Ça a été énormément étendu par un mathématicien extrêmement célèbre des années 60 qui a révolutionné complètement la théorie des ensembles. Au moment où on a arrêté d'enseigner la théorie des ensembles, elle partait sur des nouvelles bases extraordinaires. Et il a généralisé ça sur la théorie des ensembles en mettant en œuvre une technique qui s'appelle le forcing et qui lui a permis de démontrer, de fonder l'axiomatique de manière tout à fait nouvelle. Et aujourd'hui, vous prenez un bouquin de théorie des ensembles, vous avez ce que vous avez appris à l'école et ce qui existait jusqu'en 1963, c'est ça, et vous avez ça de nouveau. Il a été, grâce à cette technique-là, capable d'inventer des infinis absolument extraordinaires. Et large cardinals, c'est un régal pour les mathématiciens. Ils ont inventé énormément de notions nouvelles grâce à ça. Alors avec Armand, actuel, nous avons pu montrer que le raisonnement de la théorie CK, donc notre modélisation du raisonnement créatif, c'est un forcing, pas sur des nombres, mais sur des connaissances. Alors pour vous montrer un tout petit peu le fonctionnement de cette théorie, je vous ai dit qu'il fallait distinguer ces deux espaces, l'espace des concepts. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'espace des concepts? C'est là où on a ces propositions inconnues, ces chimères. Par exemple, si on veut concevoir un bateau qui vole et qui n'est pas un hydravion, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut penser, par exemple, à voler comme une aile ou voler comme un ballon. Vous voyez, je rajoute un attribut et puis je peux continuer. Je peux ensuite mettre un petit zodiaque sur une aile delta et puis j'aurai une réponse satisfaisante. Vous êtes d'accord? J'ai résolu mon concept. Ou alors, je donne à un dirigeable ou à un ballon une forme de bateau et j'ai aussi quelque chose que j'accepterai peut-être comme une conjonction possible. Et puis, je peux aussi avoir une idée très originale. Je peux aussi me dire, je vais faire un bateau qui vole comme un poisson volant. Là, on est un tout petit peu surpris et on a une partition expansive parce qu'en fait, on ne pense pas naturellement, ce n'est pas dans les connaissances communes le poisson volant forcément. Surtout quand on réfléchit à comment est-ce qu'on peut voler. On n'a pas, bien sûr, Léonard pensait à la chauve-souris, mais qui va se souvenir de cet élément-là et faire l'analogie qui lui permettrait
de faire le pont. Alors, on peut trouver une conjonction. Là, vous avez l'hydroptère de Tabarly, mais vous savez que pour voler comme un poisson volant, il lui a fallu quelques années pour pouvoir concevoir ce bateau-là. Donc, vous voyez comment la conception, c'est étendre ce concept en ajoutant des attributs jusqu'à obtenir une définition traditionnelle. Alors là, pour l'instant, vous voyez, je n'ai parlé que de l'espace, de l'imagination. Donc là, on est dans ce qu'on pourrait dire, finalement, la génération d'idées. Comment est-ce qu'on contrôle ce processus? C'est là que l'espace K des connaissances devient intéressant, puisqu'en fait, c'est lui qui va contrôler cette expansion progressive des concepts. Vous n'allez pouvoir chercher les attributs que dans les connaissances que vous avez. Et évidemment, vous ne pourrez utiliser que vos connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances sur la géologie, jamais vous ne penserez à la branche qui passe par voler comme un poisson volant. Donc tout dépend de vos connaissances. Les connaissances vont en fait permettre de formuler et d'étendre les concepts, mais aussi de les tester. Et ce qui est très intéressant, c'est que le retour dans l'autre sens va vous amener, en testant, à produire des nouvelles connaissances. Et là, vous avez en fait une coévolution entre ces deux espaces-là. Votre conception dépend des connaissances dont vous disposez, mais la conception vous amène aussi à enrichir vos connaissances. Soit parce que vous allez en chercher des nouvelles pour pouvoir étendre, expandre l'espace des concepts, soit parce que les concepts auxquels vous êtes arrivés vous obligent à apprendre, et ces nouvelles connaissances vont être des ressources supplémentaires pour la conception. Donc si on essaye de modéliser ça, on voit que le raisonnement de conception innovante, c'est un raisonnement où on a une double expansion conjointe entre d'un côté un espace de connaissances qui permet de formuler un inconnu désirable. Ces connaissances servent à partitionner ce concept, et vous voyez qu'on a forcément tout un ensemble de voies, on ne peut jamais aller simplement dans une direction, vous avez forcément une espèce de foisonnement qui s'opère. Ce foisonnement de concepts vous amène à produire ou à rechercher des nouvelles connaissances qui vous permettent de conduire la suite du raisonnement, et vous avez un raisonnement comme ça où on a une coévolution des concepts et des connaissances. Alors ce qui est très très amusant dans cette formalisation, c'est qu'on a quelque chose d'assez paradoxal. Du côté de l'espace des connaissances qu'on pensait bien ordonnées, on a une structure en fait archipélagique très 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 disparate. On a des îlots peu reliés de connaissances. Et par contre, là où on pensait que c'était sans ordre, dans l'inconnu, dans l'imaginaire, c'est le contraire. On a une structure ordonnée, forcément arborescente, dans l'inconnu. Donc là, on est quand même absolument surpris. L'ordre est là où on ne le croyait pas. Alors ça a plein de propriétés que je vais l'illustrer par trois éléments simplement. Ça vous explique que quand on est en conception innovante ou en créativité, en fait, on ne va jamais pouvoir poursuivre seulement une idée si on veut arriver à une innovation. Il va falloir en fait forcément, l'exploration vous conduit forcément à cette structure arborescente, à cette canopée. Et du coup, si vous voulez pouvoir soutenir votre effort, il va falloir tirer parti de l'ensemble de ce que vous avez produit là. Donc vous n'avez jamais une innovation isolée, vous en avez toujours plusieurs possibles. Et vous avez des connaissances qui sont autant de ressources utiles pour la poursuite des conceptions ou pour les conceptions suivantes. Donc en fait, il va ne pas falloir raisonner innovation par innovation, mais par lignée d'innovation, par famille d'innovation, par extension de compétences qui sont réutilisables. Alors, sa deuxième propriété auquel je voudrais juste m'arrêter un instant, c'est quelque chose de très surprenant auquel on a été confronté assez souvent. C'est ce qu'on appelle les crazy concepts. Parfois, les concepteurs se lancent dans des aventures qui peuvent sembler un peu folles. Par exemple, au début des années 2000, Saab Aerospace savait qu'il ne ferait plus après le Gripen un nouvel avion de combat, donc il cherchait des nouveaux débouchés. Et à ce moment-là, les avions sans pilote, les drones, 2 minutes, pas de problème, je vais faire en 2 minutes, disons 3. Donc les avions sans pilote, les drones, et chose surprenante, c'était un monde quand même complètement nouveau pour eux. Les avions avec pilote et les avions sans pilote, vous imaginez à quel point c'est des choses qui n'ont rien à voir. Et ils sont partis sur un projet qui était un hélicoptère pour la surveillance de trafic routier. Quand vous voyez ça, vous dites, non mais attendez, on vous parle de drone, on ne vous demande pas de nous inventer un truc qui n'a pas de sens et que vous ne ferez jamais. Et la raison pour ça, elle s'exprime très facilement en partant sur ce crazy concept. Vous allez produire des connaissances nouvelles, et ces connaissances nouvelles vont
peut-être être très utile et même être l'élément déterminant qui vous permettra d'ouvrir un nouveau chemin qui, lui, aura une valeur facile à mettre en œuvre. Alors, autre exemple, c'est l'aide à l'autonomie des personnes âgées. Vous savez, c'est un sujet dont on parle depuis 20 ans et sur lequel, malgré d'énormes et de très fréquentes tentatives, on a rarement obtenu des innovations jugées satisfaisantes par les utilisateurs ou les services qui semblaient répondre à la question. Alors, il y a une doctorante chez nous, Marina Gogui, qui a tenté de modéliser ce que pouvait être, en utilisant cette théorie-là, le raisonnement de création autour de l'aide à l'autonomie à la personne âgée. Et vous voyez, là, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il ne me reste plus qu'une minute, mais la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a quand même changé l'aide à l'autonomie à la personne âgée. C'était en fait très fixant. Donc elle est partie sur un concept de fragilité qui a permis en fait de distinguer toute une arborescence. Je vais juste vous signaler que les petits points noirs que vous voyez ici, c'est en fait l'ensemble des projets européens sur ce thème qui ont été déposés pendant les 5 dernières années. Qu'est-ce que vous constatez? L'effet de fixation dont je vous parlais au début est manifeste. Ils avaient tous l'impression de faire des choses différentes et en fait, ils étaient tous coachés dans une seule branche en ayant complètement négligé de travailler sur le fait d'agir sur l'environnement ou le fait d'agir sur l'interaction entre la personne fragile et son environnement. Je ne vais pas détailler davantage. Très intéressant. J'avais prévu de vous parler des processus, des CK et des processus collectifs, mais je vous en parlerai si vous me posez des questions dessus. Mais Benoît, vous reviendrez. Vous reviendrez. Vous êtes fréquemment mis à contribution à l'ESSEC. Merci pour cette première contribution.